Il faut beaucoup plus de génie pour faire l'amour que pour commander aux armées. On commence fort avec cette citation assez provocatrice de Ninon de L'Enclos. Et ça nous met direct dans le bain. Ce qu'elle nous dit, c'est que la séduction, c'est pas juste une histoire de romance, non, non. C'est un véritable art qui demande autant de stratégie, autant d'intelligence qu'une campagne militaire. On va donc se plonger aujourd'hui dans l'art de la séduction. Et je le répète, on ne parle pas que d'amour ici, on parle de pouvoir, de persuasion, de toutes ces dynamiques subtiles qui, comme on va le voir, façonnent notre monde bien plus qu'on ne l'imagine. Mais pour bien comprendre la puissance de cet art aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. D'où ça vient, tout ça? Comment une forme d'influence aussi particulière a bien pu voir le jour dans un monde qui, à l'époque, était dominé par la force brute? Alors imaginez un peu. Il y a des milliers d'années, le monde était régi par une seule loi, celle du plus fort. Le pouvoir, c'est une question de violence, point. Dans ce système, les femmes, qui n'avaient évidemment pas la même force physique, ont dû être ingénieuses. Elles ont dû inventer une forme de pouvoir complètement différente. Une influence qui ne reposait pas sur les muscles, mais sur l'esprit. Et le contraste est vraiment frappant, hein. D'un côté, on a la force, c'est direct, brutal, physique. De l'autre, la séduction, c'est tout l'inverse. C'est rusé, indirect, psychologique. On n'est plus dans une confrontation de corps, mais dans un véritable jeu d'esprit. L'exemple parfait de ça, c'est bien sûr Cléopâtre. Son pouvoir, il ne venait pas seulement de sa beauté, loin de là. Il venait de sa maîtrise de la mise en scène, de la psychologie. Elle a littéralement ensorcelé des hommes aussi puissants que Jules César ou Marc-Antoine, non pas en se soumettant, mais en créant un spectacle permanent, en se présentant comme une véritable déesse vivante. Alors, comment cette arme, qui était à l'origine un simple outil de survie, est devenue une forme d'art, et même un pilier du pouvoir moderne? Parce que oui, cette arme a évolué. Au XVIIe siècle, les hommes se l'approprient. Au XVIIIe, elle devient un outil de pouvoir social, notamment dans les cours royales. Au XIXe, des figures comme Napoléon s'en servent pour séduire les masses. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la séduction est absolument partout. C'est devenu notre principal mode de communication. Nous sommes saturés. Voilà, l'idée est là. Dans notre société, la force brute, c'est mal vu. Le vrai pouvoir, c'est la capacité à persuader, à influencer de manière subtile. C'est devenu la clé de tout, en politique, en marketing et même dans nos relations de tous les jours. D'accord, mais concrètement, comment ça marche la séduction? Tout commence par le personnage qu'on décide d'incarner. L'idée, c'est qu'il existe 9 grands archétypes de séducteurs, 9 masques, si vous préférez, que l'on peut choisir de porter. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 des plus fascinants. La sirène, le rouet et l'amant idéal. Chacun joue sur un fantasme bien précis et utilise des outils de persuasion qui lui sont propres. On commence avec la sirène. Elle, c'est l'incarnation du fantasme masculin par excellence. Le plaisir à l'état pur, sans aucune inhibition. Elle représente une évasion totale, loin du monde rationnel et des responsabilités. Alors comment elle s'y prend? Ces outils sont purement sensoriels. Une voix hypnotique, une présence physique presque divine, magnifiée, des mouvements lents, gracieux, et surtout, cette petite aura de danger. C'est ce cocktail qui vient court-circuiter complètement l'esprit rationnel de sa cible. On pense bien sûr à l'appel des sirènes dans l'Odyssée d'Homère, qui illustre parfaitement ce pouvoir. C'est une invitation à tout abandonner, à laisser la raison de côté pour un plaisir absolu, même si ça peut mener à sa perte. L'attrait est juste irrésistible. En face de la sirène, on trouve le rouet. Si la première incarne un fantasme masculin, le rouet, lui, est une figure clé du fantasme féminin. Il n'offre pas l'évasion, mais plutôt un désir intense, focalisé, et avec ça, le frisson de l'interdit. Ses armes à lui? D'abord, le langage. Un langage poétique, flatteur, mais aussi un désir qui paraît incontrôlable, presque comme une faiblesse, ce qui, paradoxalement, le rend moins menaçant. Et bien sûr, sa réputation sulfureuse et son amour des obstacles ne font qu'ajouter à son charme. C'est Molière, avec son Don Juan, qui a le mieux saisi cet esprit insatiable du rouet. L'important pour lui, ce n'est pas de posséder, c'est le plaisir infini de la conquête, de la poursuite. Et notre troisième archétype, c'est l'amant idéal. Lui, son truc, c'est de se nourrir des déceptions des autres. Il repère les rêves brisés et les fantasmes inassouvis pour ensuite les incarner à la perfection. Sa méthode est basée sur l'observation.
Un peu comme Casanova, l'amant idéal étudie ce qui manque à sa cible. Un besoin d'aventure, de spiritualité, une romance perdue. Il va alors devenir le miroir parfait de cet idéal, en créant une illusion sur mesure pour combler ce vide. Kierkegaard le dit très bien ici, c'est l'importance de l'idéal. L'amant idéal ne cherche pas à plaire à la personne telle qu'elle est dans la réalité, mais à l'idée qu'elle se fait de l'amour et de la vie. Et c'est justement là que réside son immense pouvoir. Bon, maintenant qu'on a vu ces quelques archétypes, on peut se demander, qu'est-ce qui les unit? C'est quoi l'état d'esprit commun, les principes psychologiques qui animent tous les grands séducteurs? En fait, on peut résumer ça en 4 piliers. D'abord, le regard est toujours tourné vers l'autre, jamais vers soi. Ensuite, le but, c'est d'offrir du plaisir, une forme d'évasion. Troisièmement, voir la vie comme un grand théâtre où l'on peut changer de rôle. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus troublant, disons, c'est d'aborder la séduction comme un jeu qui se place au-delà des règles morales habituelles. Et tout ça, eh bien, ça nous amène à une question de fond. Si la séduction est vraiment cette force omniprésente, de la politique à la publicité, qui influence nos choix en permanence, alors qui ou quoi façonne nos propres désirs? Qui, en ce moment même, est en train d'essayer de nous séduire?